Écoute, on va pouvoir démarrer, hein. Ouais. Bon, bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur comment convaincre ma direction d'investir en cybersécurité. Donc, je m'appelle Mathieu Roy, je suis directeur technique chez Triad Groupe Dimood et je suis accompagné de Léo. Bonjour à tous, donc moi c'est Léo Ricci, je suis le cofondateur et le CEO de Secost et je vais avoir l'occasion de présenter un peu ce qu'on fait ensemble. Sans transition, l'agenda de cette fin de matinée avant de vous libérer pour aller déjeuner, qui va être des plus passionnants. On va faire un petit récap, petite introduction sur la présentation. On verra après pourquoi la cybersécurité, ça doit être une priorité pour les PME. On fera un petit passage par les grandes étapes de stratégie cyber. On ira après faire un focus sur le diagnostic cyber de Secost, avec qui on est en partenariat, qui est intégré à nos offres, et comment convaincre ma direction sur les méthodes et arguments clés, un des points assez essentiels sur lesquels on est régulièrement questionné. On aura bien sûr à la fin du webinaire un temps d'échange sur la partie questions-réponses. N'hésitez pas à les mettre dans le chat si vous le souhaitez. On traitera ça à la fin. Hop, c'est parti, introduction. Déjà pour revoir un petit peu l'aspect par rapport à la cybersécurité, cybermenace, on se rend compte finalement qu'il y a une préoccupation qui est assez croissante, hein. Divers éléments sont la clé. On va avoir un contexte géopolitique là qui a changé maintenant depuis 1 à 2 ans, qui a amené beaucoup plus de préoccupations. On a également des coûts financiers qui sont en hausse par rapport aux attaques que l'on peut subir. Et il y a également l'arrivée de l'IA, qui est un élément important à prendre en compte et sur lequel il y a également un IA Act qui est arrivé en Europe début de l'été. En lien, en fait, on voit que finalement, il y a une certaine nécessité d'établir un plan de cybersécurité, quelque chose d'essentiel pour l'entreprise. Déjà, on va pouvoir se poser des questions comme ça au cours du webinaire. Pourquoi c'est une priorité? C'est quoi les grandes étapes? Et ça va être quoi les arguments pour convaincre la direction? Ça va toujours être dans ce sens-là qu'on va se baser. Pour faire un petit passage rapidement sur NIS2, pour se tenir au courant des dernières évolutions, où ça en est, comment ça avance. Déjà, revoir que la directive NIS2 est sortie déjà l'année dernière au niveau Union européenne. Elle a été adoptée en Conseil des ministres le 16 octobre dernier. Elle n'a pas encore été votée au Parlement. Ça va être nécessaire avant son application. Et une fois qu'elle rentrera en activité en France, les entreprises auront 3 ans pour se mettre en conformité. L'idée de NIS2, hein, c'était bien de faire évoluer le niveau de cybersécurité des entreprises. Il y en a pas mal qui vont être concernés par cette directive. Le fait qu'on traîne un peu en France pour la voter ne dit pas qu'il faut forcément rester en stand-by et attendre patiemment. Ça donne l'occasion de continuer d'avancer sur la mise en conformité, sachant que parmi les éléments, il y en a beaucoup qui sont assez proches quand même de l'ISO 27001, mais pas que. Chose qui est intéressante, il y a un rapport de l'IDC là, qui est sorti courant novembre, finalement qui mettait en lumière les obstacles qui freinent la mise en conformité. Faut le voir que c'est un rapport qui est basé sur une analyse portée en Europe. Donc c'est pas limité qu'à la France. Premier point qui ressort, en fait, ça va être un manque de connaissances généralisées par rapport à NIS2. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment l'appliquer. Ressort également une pénurie pour la partie personnel qualifié pour être accompagné. Toujours dans la démarche, comment je fais en sorte que mon entreprise soit conforme par rapport à cette directive. Chiffre important qui ressortait, c'est 75% quand même des décideurs informatiques qui ne sont toujours pas conscients des exigences de conformité liées à la directive NIS2 pour leur entreprise. C'est un élément qui est assez important quand même, ce chiffre, à prendre en compte. Ce qui ressortait dans l'étude, c'était un manque d'implication souvent de la direction par rapport à ces obligations. C'était ponctué également par trois autres chiffres. Un désalignement, souvent entre les directions et l'équipe IT par rapport à NIS2. Donc on voyait qu'en Europe, il y a 46% des PDG qui en font une priorité absolue. Hein. On parle ici sur la gestion des risques au global. Et derrière, on voit quand même qu'il y a quand même 42% de responsables informatiques qui estiment que le conseil d'administration n'est pas suffisamment impliqué dans la directive, et que même que 33%
les directions ne prennent pas pleinement la mesure en fait des risques liés à la cybersécurité. Donc ça reste encore des chiffres assez élevés. On se rend compte du fort impact d'une direction dans la trajectoire de cybersécurité pour une entreprise. Ça va être eux les éléments clés, les décideurs, pour pouvoir engager la suite. Ok. Et moi, ce que je vous propose, du coup, c'est de zoomer un petit peu dans ces risques et essayer de s'y retrouver, puisqu'en fait, on se rend compte assez rapidement quand on étudie les risques, les différentes attaques qui ont pu arriver au bout, qu'au niveau des PME et ETI, en fait, c'est pas spécialement les mêmes risques et que ces sociétés sont particulièrement exposées. En fait, on se rend compte qu'elles ne représentent pas réellement une cible au sens stratégique du terme, mais elles sont plutôt perçues comme des cibles faciles par les attaquants. Et le manque de structuration, le manque de maturité dont tu pouvais parler, Mathieu, juste avant, qui va en faire presque plus une victime collatérale d'une attaque massive à grande échelle plutôt qu'une cible directe. Le tout étant forcément rentable du côté des attaquants. Euh, mais en fait, le constat qu'on fait, c'est que souvent, ces attaques automatisées sont faites sur des vecteurs connus, des vulnérabilités assez connues, qui vont pouvoir être exploitées à grande échelle par l'attaquant et qui va conduire à des conséquences néfastes pour la PME que je vais pouvoir un petit peu développer, mais qui auraient largement pu être évitées. J'aime bien repartir un petit peu de stats. On a un petit peu parlé là sur le référentiel qu'on avait, Mathieu. Mais globalement, quand on regarde un peu le contexte global, en fait, ça représente du volume, ces cyberattaques. On a le chiffre qui revient souvent que 95% des cyberattaques réussies, donc c'est pas de la donnée 2023, mais de la donnée 2022, concernaient des PME. En fait, on n'est presque pas en. Si on mettait une échelle de complexité, on serait assez bas. Mais en fait, c'est le volume et le côté automatisé à grande échelle qui va rendre ça problématique. Après, sur ces cibles, sur les cibles PME, sur les petites structures, on se rend compte qu'il y a globalement trois niveaux d'impact. Et j'aime bien avoir un peu des ordres de grandeur là-dessus aussi, avec un coût moyen qui est souvent plus bas que ce qu'on croit, si on en prend la moyenne. Mais pour autant, l'impact est souvent sous-estimé, le coût moyen étant autour de 60 000 euros. Et en fait, quand on regarde les statistiques, une très grosse partie de ce coût va être liée à l'humain, mobilisation des équipes, qu'elles soient internes, que ce soit des prestataires, et souvent beaucoup d'heures supplémentaires qui vont s'accumuler pour les équipes. Le deuxième impact qui, lui, n'est pas forcément sous-estimé, mais qui est important à en mettre au centre, c'est les enjeux de réputation pour l'entreprise qui se fait attaquer. On a souvent, on arrive à constater, à mesurer l'impact de la perte de confiance et voilà, on estime qu'un client sur deux perdra confiance après une fuite de données d'un de ses partenaires. Ça va inviter certains, des fois, à remettre en question des partenariats, remettre en question une image associée à une autre entreprise et ça peut avoir des conséquences néfastes. Sur cet enjeu réputationnel, on a un dernier point qui est l'impact sur les collaborateurs. Je vais l'illustrer par le cas qu'on traite juste après, que je vais vous présenter. Mais souvent, c'est largement sous-estimé la perte de confiance qu'il peut y avoir des collaborateurs. En moyenne, on estime autour de 215, un peu plus de 200 heures d'heures supplémentaires de travail perdu par les heures supplémentaires. Pas forcément lié à la perte de production, mais aussi à tout ce qui va être demandé autour pour la société. Donc très lié au coût humain en fait sur des entreprises de cette taille-là. Mathieu, si tu peux passer à la slide suivante. Euh, le cas pour ça est un des cas représentatifs qui a eu beaucoup de communication, c'est le cas de Mille et une Vie Habitat. Bon, c'est un bailleur social, donc c'est une structure un peu particulière, mais il a accepté de témoigner. Le DAF a accepté de témoigner, donc ça a commencé dans la nuit du 12 au 13 février 2021. Donc c'est le DAF qui raconte à quel point tous ces systèmes ont été paralysés. Sans rentrer en détail dans ce qu'il a pu avoir, tout a été chiffré, sauvegarde détruite, et ils sont rentrés dans ce qu'il appelle lui un trou noir opérationnel. Donc assez révélateur de ce que ça peut avoir comme conséquence, et avec des équipes qui se sont retrouvées rapidement incapables de fonctionner. Donc sur le papier, tout le monde était d'accord, on savait travailler comme ça sur le papier à l'ancienne, on va dire. Mais en fait, c'est le retard considérable qui a été pris qui était assez difficile à gérer. En plus de l'année de reconstruction du SI, qui ont décidé de ne pas payer la rançon. Ils ont dû flécher en moyenne 12% de leur CA mensuel à cette reconstruction, plus à tous les aléas qui allaient autour.
Et c'est le DAF qui en parle, qui dit que ça a été un impact à 360 pour la structure, puisqu'en fait, ils ont eu des mouvements de grève après, des problèmes avec les collaborateurs, en plus de tous les prestataires qui ont été difficiles à payer, difficiles à maintenir. Donc des conséquences assez lourdes pour ce bailleur social. Si on passe à la slide suivante, voilà, bon, je le développais juste avant, le coût humain qui est considérable pour des structures. Et la slide encore d'après, l'idée c'est de se dire, euh, en fait, on a une prise de conscience des États. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire sur Lockbit. Donc, c'est les États qui sont. Voilà, il y a une collaboration policière internationale qui a permis notamment d'arrêter le groupe de hackers Lockbit. Donc, on voit qu'il y a une vraie prise de conséquence, mais pour autant, c'est aussi révélateur de l'augmentation de la fréquence de ces attaques. Et bien que les pouvoirs publics réagissent, on a toujours un impact qui continue de croître avec une augmentation des enquêtes pénales. Donc, ça veut dire qu'on a une prise de conscience de l'appareil judiciaire aussi, mais qui traîne et qui reflète surtout que, dans les faits, 40% des dirigeants considèrent que la cybersécurité est une des principales menaces qui pourrait mettre en péril leur société. Donc les perceptions sont en train de changer. Maintenant, il s'agit de réfléchir à comment prendre ce sujet. Mathieu, si tu peux passer à la slide suivante, pardon. Et pour rentrer un peu plus dans du concret, souvent, j'aime demander, nous, aux entreprises avec qui on travaille, si ils ont une conscience en fait de ce qu'ils exposent, est-ce qu'ils sont capables de lister avec un document ou de tête l'ensemble de leur surface d'attaque. Donc, ce qui représente l'ensemble des actifs qui sont exposés en ligne, qui sont tout autant de portes d'entrée. Et en fait, en moyenne, on détecte nous plus d'une centaine de portes d'entrée dans l'entreprise, qu'ils soient verrouillées ou non. Et c'est bien au-dessus de ce que les entreprises estiment en amont de nos échanges avec elles. Si tu peux passer, ouais, très bien. Et après, si on regarde un petit peu, nous, de ce qu'on a pu étudier auprès des PME chez qui on a intervenu, donc plus de 200 cette année, on se rend compte rapidement qu'il y a trois causes qui reviennent, souvent sur ces actifs qui sont un petit peu oubliés. Ça peut être d'anciennes prestations, des prestations terminées avec d'anciens prestataires ou des services qui ont arrêté qui ne sont plus souscrits, mais qui vont rester autant de portes d'entrée depuis l'extérieur. Souvent beaucoup de technologies obsolètes, donc des solutions utilisées ou non, qui n'ont plus de raison d'être exposées, puisqu'elles elles n'ont pas été pensées pour être exposées en ligne. Et souvent, un manque de bonnes pratiques que je vais pouvoir développer, un manque de suivi en fait de ces services, et une absence de connaissance de ces informations-là. Donc tout autant de pistes qui sont intéressantes à creuser quand on essaie d'estimer soi-même sa propre maturité cyber en tant qu'entreprise. Donc c'est la slide suivante. Je ne sais plus si on a prévu quelque chose d'interactif ou pas, mais quand on demande aux personnes de se noter sur 10, de s'évaluer eux-mêmes, d'évaluer eux-mêmes leur maturité, souvent c'est quelque chose qui est souvent quand même sous-estimé, donc raisonnablement. Donc c'est aussi peut-être ce qui vous amène ici dans tous ces échanges. Euh, et souvent, l'idée va être de comment aligner toutes ces priorités, ces enjeux de maturité et les enjeux que Mathieu va développer après, avec bien évidemment les priorités business, et ça va être aussi l'objet de cet échange. On va aborder maintenant la partie, les grandes étapes de stratégie de cybersécurité. Alors, premier point essentiel, finalement, quand on prend une approche, la partie gestion du risque, j'aime bien à chaque fois rappeler cette pyramide qui est issue du guide Ibio-Seren sur la partie justement gestion du risque, comment je peux gérer le risque au niveau de mon entreprise. Première étape, déjà, c'est toujours d'intégrer les bonnes pratiques en fait de cybersécurité, puis ensuite d'aller travailler sur le spécifique. Travailler sur le spécifique sans avoir une base. Ça va juste démontrer quand vous allez voir travailler sur le spécifique, vous manquez de la base, et il va falloir travailler la base avant de pouvoir aller vraiment cibler l'essentiel et ce qui est important pour le métier. Donc, travailler la base, intégrer si nécessaire des cadres réglementaires ou normatifs, et après travailler vraiment sur le risque spécifique, le risque business. Si on prend les piliers qu'on va élaborer là par la suite, étape 1, évaluation audit de sécurité, cartographier, découvrir quels sont mes points faibles, soit travailler, définir le plan. Étape 2, sensibilisation et culture cybersécurité. C'est essentiel de former, d'accompagner les collaborateurs. C'est une porte d'entrée importante qui est largement exploitée encore aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est essentiel de traiter.
On va appliquer, après ajouter à tout ça la partie protection de l'organisation, vraiment des mesures techniques correctives. Et quatrième point, l'aspect résilience. Le jour où il se passe quelque chose, il faut que je sois prêt. C'est pas vraiment se poser la question est-ce que ça va arriver, c'est plutôt quand. Il faut que je sois prêt à réagir. Ça peut être une attaque mineure, ça peut être une attaque majeure. Il faut qu'on soit en capacité de réagir au sein de l'entreprise, tant sur des plans techniques qu'organisationnels, que communication. Donc si on reprend justement ce point, évaluation audit de sécurité, évaluer les risques, bien comprendre en fait, on définit quand même son périmètre pour évaluer ces risques et les actifs critiques de l'entreprise. Il faut quand même avoir une notion globale de l'entreprise, de quoi elle travaille, c'est quoi ses outils pour travailler, comment est constitué l'outil informatique. De là, je vais pouvoir travailler sur l'évaluation des risques. Donc on va faire des audits de sécurité qui peuvent être techniques et organisationnels. Vous pouvez avoir également les audits de conformité, là qui vont plus se rapprocher de la partie réglementation. Donc là, on parlait tout à l'heure de NIS 2, ça peut être NIS 2, ça peut être DORA, ça peut être le programme CARE pour la santé, les normes ISO, la RGPD, l'IACT qui arrive, qui a été promulgué là, début août, qui va entrer en vigueur février 2025. Des éléments sur lesquels on va pouvoir intégrer également. Les tests de pénétration, ce qu'on appelle les pen tests, qui vont permettre d'entraîner finalement, d'éprouver un peu les protections qui sont mises en œuvre, peut-être de la simulation d'attaque. Le but étant à chaque fois, j'identifie l'attaquant, par où il peut rentrer, combien de temps il va mettre à exploiter la faille. Analyse des rapports, c'est essentiel, hein, on fait des audits, ok, derrière, qu'est-ce qui ressort? Des vulnérabilités, des failles existantes, quelles mesures correctives je peux mettre en place pour les corriger? Qu'est-ce que je peux avoir également comme recommandation sur des bonnes pratiques pour améliorer la protection de mon système d'information? Ce qui doit en découler, en fait, c'est un plan de sécurisation. Donc, une vraie feuille de route qui va définir comment je vais améliorer la sécurité de mon système avec un plan d'action qui va être défini par priorité et criticité et qui va nécessiter aussi un suivi qui va être récurrent. Léo l'évoquait tout à l'heure, le manque de suivi souvent est un point essentiel qui va être exploité. Je ne vais pas me sécuriser à un instant T puis me dire c'est bon, c'est fait, j'ai coché la case. Il va falloir que je me réévalue constamment ce que j'ai mis en place, puis que je suive également les choses que je vais devoir déployer au fur et à mesure. C'est une vraie stratégie à définir et toujours me contrôler. Même principe où on va mener des audits de qualité dans des organisations. Point 2, sensibilisation, culture de la cybersécurité. Là, c'est vraiment en fait pour travailler finalement ce maillon en fait qui est l'erreur humaine, qui est bien souvent assez largement exploité. Éduquer sur les différentes formes de menaces, ça va être important de former les collaborateurs, de leur dire quelles sont les menaces. Il va falloir le répéter constamment. Donc, comment ça peut se traduire? On peut le traduire avec des formations continues, des formations pratiques, faire du test de phishing. On peut construire des petits ateliers également avec eux sur la sécurisation du mot de passe, pourquoi il faut une authentification forte, c'est quoi un logiciel malveillant, par quel biais il peut arriver, par vos mails, faire attention dans les liens qu'on reçoit dans les mails, pourquoi il faut être méfiant. Voilà, tout ça, l'accompagner et avoir toujours un contenu qui va pouvoir être mis à jour. Globalement, les menaces, elles évoluent. Hein. On a eu les Jeux Olympiques cet été. On a eu le Black Friday là, courant novembre. C'était du pain béni pour les attaquants. Hein. Bonjour les mails, attention, vous avez un colis qui passe la douane. Attention, vous avez un colis qui vous attend par SMS également. Ça ne vient pas que par mail, ça peut venir également par SMS. En fait, c'est les informer autour de ça. Plus ils seront informés, plus on va développer une connaissance et une méfiance. Intégrer également la formation dans la routine de l'entreprise. Instaurer une culture en fait à tous les niveaux. C'est important que cette culture elle parte aussi au niveau des dirigeants. Les dirigeants, les directeurs, responsables de service, c'est eux en fait qui doivent aider à infuser en fait cette stratégie-là. Si eux en fait ne le portent pas, ne le mettent pas en avant, automatiquement les collaborateurs vont moins s'y intéresser. Donc c'est vraiment eux aussi qui doivent être engagés pour s'assurer que tout le monde soit engagé sur cette sensibilisation-là. Et voilà, après, l'intégrer dans le processus global, hein, faire en sorte qu'on ait du rappel automatisé, il y a des sessions de formation, avoir du bulletin d'information récurrent. Ça peut être des bulletins par mail, ça peut être des participations sur des réunions de service, voilà. Souligner également la reconnaissance auprès des employés. On prend des outils pour les aider à se sensibiliser, c'est aussi bien de leur faire un retour en disant c'est bien, on voit qu'il y a de l'amélioration. On fait des campagnes de phishing, on a un taux en fait qui est en baisse sur les gens qui cliquent sur ces fausses campagnes.
Donc ça, c'est intéressant de leur démontrer, voilà, on voit que vous progressez et c'est dans le bon sens pour toute l'entreprise. Troisième point, protection de l'organisation. Là, c'est vraiment finalement appliquer le plan de sécurisation qui aura été défini. Donc, ce qui va être essentiel, c'est de se sécuriser au quotidien. On va voir tout ce qui est authentification forte, élément principal, se protéger sur tout ce qui est service exposé à l'extérieur, tout ce qui est service cloud. Souvent, on va parler de VPN SSL. Quand vous connectez à votre entreprise depuis l'extérieur, ça va être essentiel de le sécuriser par une authentification forte. Un double facteur, ça peut être sur un smartphone, sur une clé complémentaire, et tout ce qui est service externe, donc service cloud, de messagerie et autres, une solution de compta, qu'importe. Tous vos services, ça, c'est important de les protéger, de les sécuriser. S'assurer qu'on ait des mises à jour régulières des systèmes. Souvent, ce qui est exploité, c'est des failles. Les failles sont liées au fait que les systèmes ne sont pas à jour. Ça, faut s'assurer qu'on soit mis à jour régulièrement, directement corrigé. Les sauvegardes régulières et tests de restauration, élément clé. Demain, on se fait attaquer. Est-ce qu'on a capacité à restaurer nos données? Ça va être important de les avoir, certes en local, de les avoir aussi externalisés sur des supports inaltérables, qu'on puisse auquel cas pouvoir restaurer à un instant T. Alors peut-être pas aux 2-3 derniers jours, mais déjà même si vous restaurez et que vous perdez 15 jours, un mois de travail, vous restaurez une partie. En tous les cas, il va falloir reconstruire une partie des éléments, moins on en aura à reconstruire. Plus rapide sera la reconstruction. Sécurisation du réseau, c'est quelque chose qui n'est pas à omettre en fait. Premier point, souvent, ça va être le Wi-Fi, régulièrement assez peu sécurisé dans les entreprises encore. C'est pareil, on peut parler également de segmentation des réseaux, s'assurer d'isoler aussi les réseaux de production, des réseaux administratifs, le réseau d'imprimantes, le réseau des badgeuses. En fait, plus on va segmenter les choses, plus ça va rendre étanche finalement le système. Il y aura d'autres systèmes, enfin, bien sûr, qui peuvent être mis en place niveau réseau pour améliorer encore le filtrage. Protection contre les malwares et ransomware, ça c'est s'assurer que finalement, au niveau de tout ce qui va être flux de mail, éléments arrivant sur les PC, on a une analyse à chaque fois, que ce soit antivirus, anti-malware. Pour les mails, avoir en plus du sandboxing pour analyser les pièces jointes avant qu'elles soient délivrées à l'utilisateur. S'assurer également qu'on puisse réécrire les URL qui sont envoyées par mail. À chaque clic comme ça, mon utilisateur bénéficie d'une protection avec une analyse de l'URL. Donc, je sensibilise mon utilisateur et je lui apporte également des éléments de protection complémentaires. Et pareil sur les postes de travail, serveurs, équipements, IoT ou autres. Avoir des solutions qui permettent de faire de la détection de comportement anormal. Voilà, donner quelque chose qui s'installe sur le poste, un fichier qui est ouvert et une petite exécution cachée qui passerait. Le but, ça va être d'être capable de le détecter. Ça, un antivirus ne sait pas le détecter. Et avoir une surveillance continue et proactive. Là, l'idée, c'est quoi? C'est d'être en capacité de détecter que quelque chose est en train de se passer et de pouvoir répondre rapidement, finalement, en isolant la menace. Si je suis pas capable de détecter, je vais pas bloquer. Si je bloque pas, en fait, je vais subir. Donc, plus je peux détecter en amont, plus je peux limiter, en fait, l'impact ou du moins la propagation. C'est vrai que ces dernières années, il y a quand même eu pas mal d'attaques qui ont pu être bloquées de par ces principes de détection. On pouvait voir une phase j'ai perdu le mot, de propagation assez intense. Ça a pu permettre de détecter et au moins de stopper la propagation et éviter le déclenchement du ransomware. Politique de sécurité et de confidentialité, donc ça, on va plutôt être sur des aspects documentaires, mais c'est ce qui va finalement régir beaucoup des éléments principaux de l'entreprise. Avoir une politique, enfin, des politiques qui vont être assez robustes, être sûr qu'on a la direction qui est engagée là-dedans, c'est eux aussi qui doivent être à l'initiative. Communiquer dessus, c'est quoi la politique de sécurité de l'entreprise, sur la livraison de documents à l'externe, la transmission d'informations, voilà, l'utilisation d'outils externes, est-ce que j'ai le droit d'utiliser une IA comme ChatGPT librement en envoyant toutes les données de l'entreprise dedans? Parce que je dois une synthèse d'un document envoyé par la direction. Bah non. Et ça, c'est des choses qui doivent être définies, en fait. Et communiquées, parce que si elles sont écrites et pas communiquées, c'est une documentation dans un placard qui ne sert pas à grand-chose. Et s'assurer qu'on les audite aussi régulièrement, ces politiques, on les révise constamment par rapport à l'environnement numérique qui évolue en permanence. Performance cyber des fournisseurs. En gros, c'est aussi ne pas se limiter qu'à nos collaborateurs internes et aussi voir un peu plus loin avec qui je travaille et construire en fait des relations, je dirais, de confiance
en essayant d'instaurer quand même une culture de cybersécurité avec eux. On le voit de plus en plus, des entreprises maintenant qu'on veut travailler avec eux nous imposent en fait une évaluation cyber pour évaluer un peu le niveau de maturité de l'entreprise. Donc c'est en train d'arriver, on le voit surtout avec des gros acteurs pour le moment. Ça revient de plus en plus. Peut-être que pour vous, certains d'entre vous, vous êtes en travaillant avec certains gros acteurs soumis à ces évaluations et avoir un niveau de maturité cyber assez élevé pour pouvoir travailler avec eux. Donc c'est des éléments qui sont importants à prendre en compte. Dernier point, la résilience. Comment je vais me préparer en fait à cette réponse à incident. Donc première étape, je me prépare à la crise. Comment je vais être capable de la gérer. Comment je vais être capable de reprendre mon activité et puis minimiser mes coûts. Donc ça là-dessus, il peut y avoir des plans de continu d'activité, de reprise d'activité qui peuvent être établis. Il faut bien savoir qu'ils peuvent être aussi papier dans une phase de démarrage, mais aussi savoir numériquement comment je redémarre en fait. Quels sont mes éléments essentiels pour s'assurer que je vais pouvoir redémarrer, même en mode dégradé, mon activité. Le but étant à chaque fois de finalement limiter le coût d'interruption et donc de perte de chiffre d'affaires parce que les jours s'enchaînent. Et le but, c'est au moins de redémarrer, même en mode dégradé, une activité. Et ça, il faut l'avoir déjà préparé à l'avance. Sinon, le jour J, on va pas forcément savoir comment faire, ni prendre les bonnes décisions. Construire une équipe de réponse à un incident, c'est aussi définir bien les rôles de chacun. Qui prend les décisions? Qui gère la communication? Derrière, au niveau des partenaires, qui je peux contacter? Pour avoir le référentiel, c'est documenté, c'est écrit, c'est imprimé. Je sais qui je dois appeler. Je sais que j'ai peut-être mon assurance également à appeler. J'ai des prestataires externes aussi qui vont pouvoir m'apporter du conseil, d'autres qui vont pouvoir m'appuyer techniquement. Cela, il faut bien qu'ils soient identifiés. Gérer votre communication interne et externe. Qu'est-ce que je communique aux collaborateurs? Comment je le gère? Comment je communique à l'extérieur également à mes clients? Avoir des exercices de simulation, ça c'est bien, ça permet de s'entraîner, de se préparer à ces gestions de crise. C'est des choses qu'on voit par exemple de demander dans le programme CARE, donc plus affilié à la santé, où il y a des exercices de simulation qui sont demandés dans ce secteur-là. Les assurances cyber, c'est un élément important aussi. Ça peut vous aider en termes de couverture financière en cas de sinistre. Bien faire attention par contre aux prérequis en fait qu'ils vont vous fournir. Ça peut nécessiter d'avoir un certain niveau de maturité cyber qui soit couvert. Ok. Maintenant qu'on a vu la stratégie dans son ensemble, l'idée est de se dire, peu importe un peu où on en est, comment on avance, ou si c'est pas encore fait, comment on s'y met dès demain et comment on récupère cette information. Parce qu'on le voyait au début, c'était les étapes d'audit, comment on récupère des infos objectives pour pouvoir décider, pour pouvoir se placer sur ce curseur et progresser. Notre approche à nous, c'est de nous concentrer sur ce qui est exposé en ligne. Je commençais à en parler tout à l'heure, et de faire en fait les premières étapes que ferait un attaquant. L'idée, c'est de savoir ce qui est exposé, d'identifier les potentielles faiblesses et surtout de prendre derrière les bonnes décisions. On a pour ça mis en place une séquence en 8 étapes qu'on a sous les yeux. On va commencer à travailler avec le peu d'informations qui sont exposées sur une entreprise, donc soit son nom de domaine ou quelques adresses IP. C'est ce que nous, on appelle les infos pour commencer notre étape de diagnostic. L'idée va être ensuite de déjà découvrir tout ce qui est exposé par l'entreprise en ligne. Donc, ça va se passer pas mal au niveau des DNS et des domaines, mais aussi des machines, toutes les machines qui vont répondre, les adresses IP. L'approche de Secost, c'est dans tous les cas d'aller scanner de manière exhaustive chaque ressource qu'on va trouver. Et chaque ressource passera dans toutes les étapes des tests que nous, on a fait. On va commencer donc par un scan de port des 65 000 ports, hein, pour être sûr de rien oublier, pour être sûr de ne pas oublier ce petit service pas débranché. On va parcourir de manière exhaustive tous les sites web. Donc chaque site web qui aura répondu va être scanné dans son ensemble, ainsi qu'une phase de collecte des fuites de données qui concernent l'entreprise, les collaborateurs, sur la base des mails, mots de passe et autres. L'étape ensuite est importante, c'est de comprendre cette information, de transformer cette information en données techniques, donc avec l'identification des services. Donc tous les services qui vont être découverts, on va devoir les catégoriser, identifier leur importance pour la structure et en identifier tous les composants internes. Ces étapes de collecte nous permettent d'aller derrière identifier les vulnérabilités. Donc, quand on parle de vulnérabilité, ce sont les vulnérabilités connues, mais aussi les mauvaises configurations qui pourraient amener à
amener des attaquants à rentrer dans un système. Donc sur la base des CVE, mais aussi des différentes données qui pourraient être exposées sur les sites web et autres, en plus de vérifications sur mesure qui vont être faites au niveau de, par exemple, de WordPress ou de différents providers assez connus. Après cette étape de reconnaissance des potentielles vulnérabilités, on va aller, sur la base de ces données techniques, en déduire les bonnes et les mauvaises pratiques qui sont mises en place dans l'entreprise. Tout ça pour identifier un niveau de maturité qui va nous permettre de donner un score de sécurité, un score sur les pratiques à court terme, donc les vulnérabilités qui pourraient impacter l'entreprise, ainsi que des données à long terme pour aider l'entreprise à se positionner dans sa stratégie en fait, de cybersécurité. Ensuite, l'étape intéressante est au niveau des résultats. L'idée étant de prioriser ces informations, de ne pas en garder que des données techniques mises toutes sur le même plan, et d'en prioriser les actions concrètes ou avec des leviers les plus concrets possibles, donc pour corriger les problèmes qu'on aura identifiés et les mettre dans une roadmap de sécurité. Le tout dans un rapport avec la slide d'après. Le tout dans un rapport qu'on veut volontairement assez intuitif. On a notamment ici le radar. Donc l'idée, c'est de se représenter à un seul endroit les services principaux qui sont exposés par l'entreprise. Chaque rond va représenter un service important pour l'entreprise qu'on aura priorisé en fonction de l'impact que son attaque pourrait avoir pour l'entreprise. Ils vont être colorés en fonction des problèmes qu'on aura trouvés. L'idée, c'est d'avoir un visuel qui va permettre aussi de travailler, de discuter avec les prestataires, de discuter avec les collaborateurs pour pouvoir traiter les points les uns après les autres. La slide d'après, Mathieu, s'il te plaît. Les conseils dont je parlais tout à l'heure, on va les organiser par risque. Donc, en fonction d'un risque à court ou à long terme, on va estimer un impact, par exemple, là, dans notre cas, le cas qu'on a sous les yeux, pour les disponibilités des services. Si vous êtes une marketplace, il y a une importance à avoir des services disponibles en ligne. On va identifier le problème principal pour ce risque d'indisponibilité et vous proposer une solution. La même chose pour les données métiers. En fonction des problèmes qu'on aura trouvés, on va estimer s'il y a un risque de vol ou de corruption de données métiers, et auquel cas, comment vous en prémunir. Le tout classé par importance, l'idée étant, au moins au début du document, au début du diagnostic et au début du rapport, d'en faire des données qui sont partageables avec une direction, avec des collaborateurs. Si on passe à la suite, on est sur l'hygiène. Donc là, c'est basé sur le guide d'hygiène de l'ANSSI, de tout ce qu'on aura pu observer. Et l'idée, c'est de pouvoir vous positionner avec un curseur de choses qui sont faites plus ou moins bien dans l'entreprise et qui pourraient amener à des problèmes plus tard. On parlait tout à l'heure du suivi, mais aussi, on le voit sur la première ligne, notamment la surface, donc la taille de l'exposition de l'entreprise, à quel point c'est surdimensionné pour les besoins business ou autres. Le tout étant d'inscrire ça dans une vraie stratégie business, donc que ça a un impact et que les leviers d'action derrière, les corrections qu'on va proposer, aient un impact concret pour l'entreprise. Et si on finit sur la dernière slide, ça reste un rapport complet qui peut faire de 200 à 300 pages. À partir de la 6e page, on est sur de la donnée technique. Là, c'est un rapport qui va pouvoir servir aux prestataires, qui va pouvoir servir à la DSI. Le document reste intuitif, on peut le parcourir, tout est cliquable, il y a de la documentation en français. Chaque service qu'on aura trouvé, on en trouvera toutes les infos qu'on a pu avoir sur lui. Aussi la liste des vulnérabilités qu'on aura et les bonnes et les mauvaises pratiques. L'idée, c'est d'en faire un document digeste qui va servir comme référentiel technique pour ensuite aussi mettre en place la roadmap et traiter les points les uns après les autres. On en voit un exemple sous les yeux, voilà, avec des priorités notamment. Enfin, Mathieu, sur la slide qui suit, maintenant, c'est comment on se sert de ces infos pour amener du concret et en discuter avec la direction. Là, je te laisse. Ouais, je reprends le début pour cette partie. Donc, comment convaincre ma direction? Finalement, ça va être de voir les éléments importants. Déjà, les sensibiliser au risque. Comment on va éduquer la direction au risque potentiel et à l'impact d'un cyberincident pour l'entreprise. Il y a une prise de conscience par rapport à ça. On va pas juste développer des solutions techniques pour se faire plaisir. C'est pas vraiment de sens. Puis bon, des fois on aime bien, mais c'est pas là-dessus qu'on a de la pertinence. C'est vraiment voilà, risque potentiel et impact. Les informer des impacts aussi suite à une violation de données. Qu'est-ce qui se passe si demain j'ai une fuite de données, une exploitation de données? C'est quoi les impacts pour mon entreprise?
Qu'est-ce que je dois faire déjà, les pertes financières, mes répercussions juridiques, les problèmes de réputation liés à la marque, et également illustrer comment une cyberattaque pourrait perturber les opérations. En gros, quel impact ça aurait sur le fonctionnement de l'entreprise? Est-ce que j'ai un arrêt de production s'il se passe ça? Avec derrière, temps d'arrêt égale temps de perte de chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui est parlant et on parle du métier en fait. La sensibilisation au risque, elle doit s'associer également au métier de l'entreprise, que c'est ça qui a de la valeur pour l'entreprise. Les avantages de la solution, si on met en place des solutions, c'est aussi de savoir expliquer pourquoi ça va être pertinent et quelles finalement problématiques vont être couvertes par une solution de protection. On va aussi amener une protection des données critiques de l'entreprise. L'idée ici, c'est de se garantir en termes de conformité sur des réglementations si on y est soumis, amener une tranquillité d'esprit. Mieux je vais être couvert, plus je vais être tranquille le soir et le week-end. Voilà. Et puis après, rappeler quand même à l'esprit de l'entreprise que la cybersécurité, ça reste un investissement qui est pertinent pour la stabilité de l'entreprise en tant que telle, mais aussi c'est pour son évolution future. Si je grandis de façon assez importante, automatiquement, je vais faire évoluer mon chiffre d'affaires et donc je vais rentrer dans le radar de certains groupes de pirates qui pourraient se dire, tiens, celui-ci rentre un peu plus dans la lumière. Donc c'est important d'être préparé au futur succès, à l'épanouissement de l'entreprise. Des stratégies sur mesure, même si on se dit que c'est important d'intégrer les bonnes pratiques, ce serait l'élément fondateur. Ce qui est important aussi, c'est de travailler sur une approche personnalisée qui va être basée sur les enjeux métiers. Ce qu'on appelle en fait la valeur métier, chose qu'on va retrouver quand on veut mener des analyses de risques. On va se baser sur la valeur métier, on va associer les risques liés à ça. Toute entreprise n'aura pas les mêmes risques et on va pouvoir après les travailler en termes d'une évaluation. On va pouvoir travailler les risques avec un niveau de gravité, un niveau de criticité et on va pouvoir aussi derrière les prioriser. Savoir quel risque je traite en priorité parce que ça peut avoir un impact très important sur le business. Justification des coûts. Pourquoi j'investirais dans la cyber? Déjà, ça va être le retour sur investissement qu'il va falloir expliquer à la direction. Souvent, on met en relation, le premier exemple, c'est se dire, OK, les coûts, en fait, pour intégrer des solutions de cybersécurité versus l'impact financier d'une cyberattaque, souvent sont moindres. Dans tous les cas, ce qui se passe, c'est une fois que je subis une cyberattaque, il y a un investissement derrière. On aurait donc pu faire une économie de coûts en ayant mis en place des mesures en amont, aurait pu permettre d'améliorer ma protection et donc potentiellement d'éviter une cyberattaque. Permettre d'économiser de l'argent sur le long terme. Bon, ça, voilà, c'est du fait qu'on va se limiter, en tout cas, les portes ouvertes à des cyberattaques bas niveau ou traditionnelles. Ce qui va être important également, c'est le fait qu'on va pouvoir maintenir une confiance, d'avoir une bonne protection. Cyber, ça va aussi démontrer quand même aux autres, voilà, j'investis sur la cyber, je me protège contre ces tentatives d'attaque. Finalement, j'ai très peu d'arrêts de production, voire pas du tout, liés à ce type de menace jusqu'à présent. Un soutien continu, l'important c'est de rappeler que c'est pas un investissement one shot, ça va être un investissement constant dans le temps et qu'il va falloir également auditer régulièrement ce qu'on a mis en place pour contrôler qu'on est toujours aligné avec les nouvelles menaces. Auquel cas les corriger. Renforcement de la confiance, là on va plutôt être sur reprendre finalement le point qu'on a évoqué, resensibiliser, informer sur les nouvelles menaces, les dernières tendances, comment le monde bouge sur l'aspect numérique, quelles sont les nouvelles typologies d'attaques, qu'est-ce qui est tenté d'être exploité actuellement, comment ça peut être en lien avec nous, avec notre activité. Voilà, partager également les idées, les expériences, ça peut être aussi échanger avec d'autres structures. Il y a des clubs de DSI, RSSI, c'est important de partager, de voir un peu ce que les autres font, que certains ont subi également quand il y a des témoignages, comme le démontrait Léo au départ. C'est intéressant. Le but, c'est pas forcément d'entreprendre une tactique de peur, hein, c'est plutôt une tactique de voilà, c'est un fait. Il faut se protéger et comment en fait on va pouvoir mettre en place les choses et comment les autres font. Ça permet aussi de se rassurer là-dessus. Voilà. Puis après, conserver toujours un alignement stratégie cyber associé aux objectifs de l'entreprise. Comment on vous accompagne sur cette partie-là, donc au travers des audits de cybersécurité. L'idée, ça va être quoi? Ça va être d'aller chercher en fait, identifier les vulnérabilités du système d'information
tenter d'être proactif. Aucun identifie demain comment on va les corriger. Donc, il y a plusieurs audits qu'on propose, hein, le Diac Cyber qu'on évoque là avec Léo, qui va vraiment aller statuer sur finalement identifier les vulnérabilités externes de mon entreprise, hein, quelle est mon exposition sur le web et à quoi je suis à risque, hein. On peut accompagner également sur des audits d'hygiène de sécurité. Donc là, on est plus sur un audit organisationnel. Et on va travailler également sur des audits de sécurité plus techniques sur la partie Active Directory, Microsoft 365, et également sur la partie infrastructure et réseau. L'idée, en fait, de ces audits, hein, c'est de bien démontrer quelles sont les vulnérabilités, les recommandations qui vont en face. Et après, on peut vous accompagner sur les métiers que l'on sait traiter, dans les mesures correctives, également sur le suivi post-intégration des mesures ou des solutions directement. Alors, faire un focus sur le diagnostic cyber qui peut être un élément déclencheur, parce qu'on ne sait pas par où commencer, qu'on n'a pas vraiment d'idée pour mesurer le score de vulnérabilité de son entreprise exposée sur Internet. C'est la question finalement de tout à l'heure. Est-ce qu'on sait de noter sur 10 au niveau d'exposition? C'est un peu compliqué. Là, l'idée, c'est de pouvoir le faire rapidement avec les éléments clés. Dans tous les cas, la démarche est assez simple. On en parlait tout à l'heure, se baser sur un minimum d'informations. Ce qu'aurait en fait un attaquant à sa disposition pour déjà aller découvrir toutes ces portes d'entrée. Dans tous les cas, le rapport qu'on présentait est un élément technique, un élément pour s'appuyer dessus avec les équipes triades ou en interne pour en faire quelque chose et pouvoir prioriser, avoir cette information. Mais Mathieu en parlait dans l'étape 2 aussi de la stratégie cyber, c'est aussi de la sensibilisation. Et la sensibilisation, c'est aussi convaincre, sensibiliser une direction. Et pour ça, on a besoin d'éléments visuels, de scoring, de choses faciles à arbitrer, enfin, beaucoup plus simples à arbitrer pour pouvoir prioriser des actions. Le tout étant de rester concentré sur une approche décisionnelle avec un ROI maximum. Donc pour chaque action, chaque correction qui sera mise en place, une diminution du risque conséquente. Et voilà, bon là, vous avez les tarifs que Triad propose pour cet accompagnement autour de ce diagnostic, avec dans tous les cas un accès à la fin à ce rapport et l'accompagnement des équipes. J'avais prévu un petit cas concret pour vous raconter un exemple concret. C'était il y a 4 mois, donc dirigeant DSI de PME, plutôt mature sur le sujet, enfin, ou en tout cas, il avait une bonne connaissance de ce qu'il exposait et il avait un suivi au quotidien, qui était plutôt autonome et assez formé sur ces sujets-là. Il maîtrisait ou il pensait maîtriser tous les services qu'il exposait sur les différents, enfin, que ce soit les versions ou autres. Mais il a voulu un peu aller plus loin quand même dans tous les cas et en prenant une intervention extérieure pour aller identifier justement cette surface d'attaque. Le résultat a été sans appel, donc au-delà d'une vulnérabilité sur un service qu'il n'avait plus, qu'il ne pensait plus avoir, donc a été la surprise qu'on arrivait à retomber sur ce service-là et qui en plus était colocalisé avec d'autres services un peu plus importants, un service vulnérable. La plus grosse surprise a été sur la partie sur ces services critiques. Donc en fait, on avait un client qui gérait sa politique de mise à jour une application PHP en maison, hein, peu importe. Ce service-là était à jour, il y avait du dev actif pour un service qui était exposé à de nombreux clients. Et en fait, la partie qui n'était pas vérifiée était le serveur web qui servait cette application. Donc, sauf qu'en fait, c'est les premières étapes qui vont être vérifiées par un attaquant. Est-ce que le serveur web qui sert l'application custom ou hot, notamment, est à jour? C'est quelque chose qu'on a pu identifier, qui était assez généralisé en fait sur toutes ces applications. Pour le contexte, c'était un serveur Apache pas mis à jour depuis longtemps et qui en fait conduisait à des vulnérabilités critiques sur le service, qui pourtant n'étaient pas des erreurs de développement ou des erreurs complexes, mais qui auraient pu être généralisées par de l'attaque de masse. Dans son cas, à lui, ça lui a permis en fait d'aller un peu plus loin que juste les vulnérabilités directes et de pouvoir en parler à sa direction pour budgétiser en fait une infogérance et un suivi de plus près de ces services-là, avec notamment une gestion par un prestataire spécialisé de ces services qui comptait quand même beaucoup de données sensibles. Et en plus de ça, il a mis en place des démarches d'audit pour avoir un suivi continu et une démarche de pen test sur cette application notamment, qui était quand même une application avec un dev custom, donc qui nécessite aussi
de faire intervenir des prestataires extérieurs en pentest, en complément. Mathieu en parlait tout à l'heure sur des prestations un peu plus poussées. Voilà pour le petit cas concret. Je sais plus ce qu'on a ensuite. Hop, Parfait. un petit QR code si vous êtes intéressé par le diagnostic pour évaluer vos risques en cybersécurité. Et on arrive maintenant au temps des questions-réponses. N'hésitez pas dans le chat ou Merci à l'oral. Mathieu et Léo. Il n'y a pas eu de questions posées directement dans le chat. Si vous souhaitez formuler quelque chose, n'hésitez pas. Sinon, je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. Le temps a été un tout petit peu dépassé, donc peut-être que certains avaient des impératifs. Donc voilà, je vous laisse reprendre la main pour terminer. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions complémentaires, on va vous remercier. Nous, on reste disponible si vous avez des questions après coup pour échanger sur les accompagnements qui peuvent être mis en œuvre pour avancer sur votre stratégie cyber. Voilà, on va vous souhaiter un bon appétit à venir et on l'espère à très vite. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci. Bonne journée. Bonne journée, merci. Bonne journée à tous.